Comment faire confiance à son adolescent? D'où vient la confiance et comment peut-on la construire? Les réponses juste après ça. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Pour le premier épisode, j'ai décidé d'interviewer Thierry Lucas, un éducateur spécialisé et également coach de vie. Il a 2 garçons qui sont 2 ados, donc il va pouvoir nous parler de son expérience. C'est parti pour l'interview. Bonjour Thierry. Bonjour Sarah. Pour commencer, j'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus sur ton métier d'éducateur et de coach, s'il te plaît. On va commencer par le métier d'éducateur spécialisé que j'exerce depuis 22 ans auprès majoritairement d'ados et de jeunes majeurs. Déjà, souvent, on entend parler de, quand on qualifie ces métiers-là, d'acteur social ou d'acteur du médico-social. Moi, ce que je retiendrai, c'est le premier degré du terme acteur, en fait. À savoir, je crois que quand on est éducateur spécialisé, on doit jouer un rôle. Ça nous permet déjà d'avoir du recul et d'être de mettre sa casquette professionnelle, on va dire. Et je crois que ça permet aussi de pouvoir donner les réponses qu'on est censé donner. Ça reste de l'humain, donc voilà, faut accepter que des fois on se trompe mais ça c'est pas très grave. Ça se retravaille, ça se rediscute. Spécialisé, souvent les gens ont du mal à le qualifier, notamment quand on n'a pas d'expérience. Avec un petit peu d'expérience, ce que je dirais sur le terme spécialisé, c'est qu'on est spécialisé dans la relation, on est spécialisé dans l'observation, dans l'écoute, dans la bienveillance. Je crois que c'est vraiment ce qui définit en fait un éducateur spécialisé. Il faut préciser aussi qu'on travaille pas tout seul, on travaille en équipe, donc il faut savoir se remettre en question, il faut savoir travailler avec un psychologue, psychiatre, psychomote, etc. Et il faut savoir aussi mettre des mots sur ce qu'on observe, élaborer, faire des hypothèses de travail et tenter des choses en fait. Et surtout être une personne ressource, parce que les ados notamment ont besoin de pouvoir se confronter à une personne ressource et avoir confiance aussi à une personne ressource. Voilà comment je résumerais le métier d'éducateur spécialisé. C'est un beau résumé, merci. Est-ce que tu peux nous parler de ton activité de coach que tu fais en parallèle, s'il te plaît? Oui, donc c'est une activité que j'ai mis en place. Clairement, le constat, c'était je prends les transports en commun, quand je vois des visages où je me dis que peut-être les gens, avec un petit coup de main, ils seraient un petit peu plus heureux ou un peu plus épanouis, dirons-nous, ou qui pourraient trouver des solutions pour aller un peu mieux. Du coup, j'ai mis en place une activité de coaching de vie, en l'occurrence accompagnement personnel et également accompagnement familial et où l'idée, en fait, alors là, la différence avec éducateur spécialisé, c'est qu'on travaille seul déjà. Néanmoins, ça nécessite les mêmes qualités, je crois. Il faut qu'on ait envie d'aider les gens. Pas aider les gens pour se faire plaisir à soi, mais aider les gens véritablement pour qu'ils aillent mieux. Je crois que ça, c'est quand même je me permets de le dire parce que c'est un sujet pour moi essentiel, en fait. On n'aide pas les gens pour que nous-mêmes, on aille mieux, en fait. On aide les gens parce qu'on a des compétences pour pouvoir les aider. Un coach de vie, pour moi, c'est pas quelqu'un qui va donner des conseils véritablement parce que toutes les situations et toutes les personnes sont différentes, en fait. Un coach de vie, il va essayer de repérer les choses, il va essayer d'identifier les choses, il va essayer de construire avec la personne ou avec la famille des solutions pour un mieux-être ou pour que ça se passe mieux pour eux, en activant des leviers, en essayant de faire des liens, en essayant de permettre d'identifier les choses. Voilà ce que je dirais d'un accompagnement. Moi, personnellement, je propose des rendez-vous d'1 heure. Je le fais pas en ligne, malgré le fait que voilà, c'est peut-être un peu plus lucratif ou ça permet de travailler un peu plus. Mais moi, personnellement, je préfère voir les gens en direct, quoi. Donc voilà, je propose des rendez-vous d'1 heure et souvent, en fait, il faut pas trop de rendez-vous pour déjà que les choses, elles commencent à se dénouer, en fait. Très bien, merci. Je sais que tu as 2 garçons qui sont 2 ados, donc ils sont en âge de faire des choses tout seuls. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu as confiance en eux et est-ce que tu penses qu'ils ont confiance en toi? Alors, est-ce que j'ai confiance en eux? Oui, j'ai confiance en eux.
Parce que j'ai confiance en l'éducation qu'on leur a donnée, aux valeurs qu'on leur a passées, j'ai envie de dire. Est-ce qu'ils ont confiance en moi? Oui, je pense qu'ils ont confiance. Enfin, j'en suis même sûr. Parce que tout simplement, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi et sur nous, puisque je vis pas tout seul. Après voilà, c'est super joli comme ça sur le papier, mais ça passe par des réajustements, par des remises en question, par des discussions, parfois des prises de tête, bien évidemment, mais je crois que le sujet de la confiance, c'est central en fait. Comment tu as fait pour qu'ils aient confiance en toi? Mais la confiance, je pense que pour parler des grandes lignes dans un premier temps de la confiance, je crois que la confiance, en fait, il y a deux entrées sur la confiance. Il y a l'entrée, on va dire, confiance en soi, que ce soit du côté des ados et du côté des parents, et il y a l'entrée confiance mutuelle. Confiance en soi, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut vraiment qu'on comprenne que l'adolescent, en fait, il rentre dans une période où la confiance en soi, c'est pas la meilleure période ou la période la plus facile, parce que l'adolescence, c'est vraiment une période traumatique au niveau psychologique, au niveau physique, et c'est vrai que généralement l'estime de soi chez les ados, c'est pas tip top, notamment au début de l'adolescence. C'est souvent, ça parlera sûrement à certains parents, l'apparition de complexes, par exemple. Du côté des parents, la confiance en soi, elle est pas toujours évidente parce que ils comprennent plus trop les parents souvent. Ils savent plus trop quelle réponse apporter, ils savent plus trop s'ils sont dans le vrai. Souvent, ils savent plus trop s'ils sont capables d'apporter les bonnes réponses. Donc ça, c'est déjà deux sujets de confiance et chez l'ado et chez les parents. Ensuite, la confiance, j'ai envie de dire, ça se mérite et ça se construit et ça se met en place. Et ça ne vient pas d'apparaître à l'adolescence, ça se met en place dès la petite enfance. Donc, je crois que les enfants, en fait, ils ont besoin de s'appuyer sur ça. Ils ont besoin de savoir que les parents sont présents. Ils ont besoin de savoir que les parents, ils sont là dans la communication. Ils sont là pour leur expliquer les choses. Que ce soit expliquer leurs craintes aussi. Voilà, moi, ça me fait peur de te savoir tout seul. J'ai besoin que tu m'appelles. Mais à la fois, il faut composer parce qu'il faut accepter que les ados, ils ont besoin de se distancier par rapport aux parents. Et ça, faut l'accepter, en fait. Leur faire confiance, c'est aussi accepter, je crois, de perdre le contrôle un petit peu. Je vais donner un exemple. C'est facile d'avoir confiance en son enfant quand on lui tient la main quand on traverse la route. C'est pépère, on lui tient la main, voilà, il n'y a pas de souci majeur. Maintenant, quand on sait que son ado, il est tout seul de 14h à 17h et que entre-temps, il va pas nous appeler et qu'on va le voir débarquer parce qu'on s'est mis d'accord à 17h ou à 17h15, c'est pas pareil. Du coup, il faut faire confiance et il faut se faire confiance aussi aux valeurs qu'on a transmises, j'ai envie de dire. Après, au niveau de la confiance, il y a quelque chose aussi qui est essentiel pour moi, c'est le cadre en fait. C'est-à-dire que les parents, ils doivent mettre en place un cadre. Le cadre, c'est pas de la rigidité. Le cadre, il bouge tout le temps. Il doit s'adapter, mais néanmoins, il doit pas bouger sur certains sujets. L'ado, il a besoin de se confronter à ce cadre en fait, je crois, et ça les rassure en fait. Même si des fois c'est sujet à prise de tête, bien évidemment, on reste les parents et il y a pas le choix en fait. Il y a des moments, ça sera comme ça. Je crois que la confiance aussi, c'est on fait ce qu'on a dit en fait. Et surtout, quand on dit un truc, il faut qu'on soit sûr de le tenir, parce que sinon, on se met un petit peu dans la panade, j'ai envie de dire. Tout ça fait que l'ado, il va pouvoir avoir confiance en nous, et puis, je sais pas, je saupoudrerai ça avec du faire avec. C'est-à-dire que on doit faire des choses avec nos gamins, quoi. Et on doit partager des choses. On doit pas forcer les choses parce que à l'adolescence, ils ont pas super envie de faire non plus que des trucs avec leurs parents, mais ils ont besoin d'en faire en fait. Et ils ont beau se la jouer, on est grand. Ça les rassure de faire des trucs avec nous et de pouvoir partager des choses. Et puis ça nous rend légitimes aussi à pouvoir leur dire des choses. Je sais pas, par exemple sur le sujet scolarité, par exemple, prétendre être présent sur le sujet de la scolarité et traiter la scolarité et transmettre le message, c'est important, faut que tu travailles, etc., etc. C'est aussi être présent sur le sujet de la scolarité. Par exemple, la réunion parents-prof de début d'année, c'est sûr que c'est pas toujours le pied, mais je crois qu'il faut la faire. Ou il faut expliquer pourquoi on l'a pas fait, mais néanmoins, il faut raccrocher les wagons sur le sujet de la scolarité, regarder le carnet, s'intéresser aux notes, aller sur Pronote. Voilà, je crois que tout ça construit en fait la confiance et fait que les ados, ils ont confiance en nous, je crois. Et est-ce que tu as déjà vécu une perte de confiance avec tes fils ou ça s'est toujours bien passé? Non.
bien évidemment, comme dans toutes les familles, il y a des recadrages à faire, il y a des choses à reprendre. Par exemple, sur le plan scolaire, des fois, je sais pas, il y a une baisse de notes ou il y a un petit souci de concentration qui se traduit par un petit souci d'attitude. On va dire, je perds un peu mon attitude d'élève et le comportement est parfois à reprendre. Bon, mais voilà, je crois qu'il faut pouvoir remettre un sens dans tout ça, essayer de comprendre ce qui se passe, mais essayer d'être aussi assez clair sur le fait qu'on n'accepte pas ça et qu'on attend des changements. Je crois que ça se fait pas en frontal. Je crois que c'est quelque chose d'important. Je crois que les ados, faut pas les attaquer en frontal. Quand on est dans l'explication. Après, si on est sur le cadre, des fois, il faut savoir aussi aller sur le frontal. Parce que on reste les parents et qu'à un moment donné, quand on dit stop, il faut que ça s'arrête, il n'y a pas d'autre choix que il faut que ça s'arrête, en fait. Comment tu peux expliquer le changement de phase entre j'ai confiance en mon enfant et je n'ai plus confiance en mon adolescent? Ce changement, je pense que ce changement, en fait, dans un premier temps, il faut se dire que, en fait, on n'a plus tout à fait la même personne en face de nous, en fait. Je crois que de passer de enfant à adolescent, c'est plus forcément reconnaître son enfant qui a changé et qui s'est transformé ou qui est en train de se transformer en ado. Pour se rassurer, il faut savoir que l'ado lui-même, il se reconnaît pas, en fait. Et il a besoin de se redécouvrir. Des fois, on a tous un exemple, que ce soit pour les parents, ça va leur parler, ou pour des gens qui n'ont pas d'enfants, d'ados qui ont changé en 2 mois et physiquement, ils ont pris 20 centimètres, la voix, elle a changé, l'attitude, elle a changé. Et il faut se rappeler que l'ado lui-même, il se comprend plus, en fait. Et il se regarde, il se comprend même plus quand il se regarde. Donc, du coup, c'est pas que la confiance, elle est perdue, c'est qu'il faut trouver des nouveaux repères, en fait. Et je crois que la communication, je crois que les parents, ils ont la responsabilité de travailler l'estime que les gamins ils ont d'eux-mêmes, en fait. Et je crois qu'il faut qu'on n'hésite pas à dire mais t'inquiète pas, tu es capable. Oui, là c'est un peu compliqué, mais tu vas y arriver. Je crois que ça permet de reconstruire un peu le sujet confiance. Et puis il faut que les parents ils fassent confiance aux valeurs qu'ils ont transmises et qui se rassurent en se disant que ça reste leur enfant, ça reste le même, sauf que il est en train de se chercher, quoi. Donc on va se chercher ensemble, on va construire ensemble et on va de toute façon y arriver. Il n'y a pas de bonne réponse, quoi. Même moi là qui suis en train de parler comme un livre, j'ai pas toujours les bonnes réponses. Voilà. Par contre, il faut croire aux réponses qu'on donne et généralement ça passe bien. Merci pour tes bons conseils. Pour aller un petit peu plus loin, dans le concret, je vais te donner un exemple. Que conseillerais-tu à un parent qui a sa fille de 14 ans qui veut aller à une fête avec ses amis dans une maison où il n'y a pas d'adultes? D'accord. Déjà, je partirais sur le fait que 14 ans, c'est pas 17. Ça, je crois que c'est quelque chose d'important parce que l'adolescence, alors certains vous diront l'adolescence c'est 13-21, les sujets sont variés, mais quoi qu'il arrive, un ado de 14, c'est pas tout à fait le même sujet on va dire qu'un presque jeune adulte de 17 ans ou 17 ans et demi. Donc 14 ans, moi je crois qu'il faut se rappeler que quand même on reste les parents, quoi qu'il arrive, hein, même 17 et demi, mais que les autorisations et la prise en compte de la demande ne doit pas être la même. Il y a un sujet central qui est que sur une demande, en fait, l'ado, il va avoir besoin de sentir qu'il est important pour nous et qu'on a le souci de lui. C'est-à-dire que quand on va cadrer le truc et qu'on va poser la question et qu'on va organiser avec lui la faisabilité, le message doit être rassurant. C'est-à-dire, moi, si je te pose toutes ces questions-là, ça va te gonfler, j'en suis conscient, mais néanmoins, je reste ton père ou je reste tes parents. Mais quoi qu'il arrive, je transmets le message à l'ado, j'ai le souci de toi. Et ça, c'est vraiment rassurant pour eux. Ensuite, le conseil que je donnerais, c'est déjà de prendre contact avec les parents. Enfin, là, par exemple, moi perso, avec ma femme, c'est ce qu'on fait. C'est pas toujours bien accueilli chez les gamins. Nous, clairement, ils savent que ça se passe comme ça, donc on passe souvent pour des ovnis parce qu'il n'y a pas grand monde qui font ça. Mais on appelle les parents déjà et on pose des questions en amont à nos enfants. Je crois qu'il faut qu'on sache ça se passe où, c'est quoi le cadre de la soirée. Je sais pas, un anniversaire, une soirée avant les vacances, on va plus se voir et donc on a envie de faire une petite soirée. Et puis savoir si effectivement il y a des interlocuteurs. Donc je crois que c'est important de signifier aux parents qui organisent la soirée, parce que souvent ça se fait dans une maison par exemple,
ne serait-ce que les appeler pour savoir s'il faut qu'on amène des trucs ou connaître les horaires ou voilà, ce genre de choses. Après, j'ai envie de dire, il faut faire confiance à nos gamins. Donc en fait, moi je rajouterais, on saupoudre un peu de recommandations et de fais attention. Souvent la réponse est t'inquiète et puis il faut ronger son frein quoi. Il faut faire confiance et se dire que de toute façon on a été jeunes nous aussi et qu'ils ont besoin de faire ces expériences là et c'est comme ça qu'ils grandissent en fait. Est-ce que tu serais pour que le parent demande à son ado de lui envoyer des messages type « Je suis toujours en vie » tout au long de la soirée? Ouais, moi pas du tout en fait. Alors après chacun s'organise. Hein. Là je parle, on va dire sur un plan personnel, c'est pas sur un plan conseil. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire. Mais je pense en fait que quand on transmet à l'enfant, enfin à l'ado, pardon, qu'on a confiance en lui en fait, il faut pas lui transmettre en même temps un message paradoxal. C'est-à-dire je te fais confiance, mais je vérifie toutes les 5 minutes. Si je te fais confiance, je te fais confiance en fait. Et j'ai envie de dire, j'attends 2 heures du matin si je vais le chercher à 2 heures du matin de faire le constat, ou j'attends le lendemain quand je le revois. Mais je crois qu'il faut pas justement introduire un message paradoxal. C'est-à-dire que je vérifie pas en fait. Ok, on s'est bien compris. T'inquiète, je te fais confiance. Ok, eh ben voilà, faut rester sur ça en fait. Sinon, ça va pas bien en fait. Ils sont assez réceptifs aux messages paradoxaux les ados. Du coup, pour résumer, il faut lui faire confiance tout en lui rappelant qu'on est là en cas de besoin. Complètement. Ça, je l'ai pas précisé, mais ça allait dans le côté recommandation. C'est-à-dire que tous les petits messages qui vont être donnés, on va dire bon, tu te rappelles des valeurs qu'on s'est transmis, etc. Fais gaffe à toi. Tu sais, va y avoir peut-être de l'alcool ou de la fumette ou quoi que ce soit. Bon, je crois que transmettre toutes ces recommandations là, c'est aussi leur dire voilà, je suis là, t'inquiète, s'il y a besoin, t'appelles mais c'est pas vérifier toutes les 5 minutes ou leur prendre la tête à ce qu'ils envoient des trucs. De toute façon, ils le feront pas ou ils le feront pas comme nous on attendait. Ça va être sujet à prise de tête et je crois que ça c'est pas nécessaire en fait. Quel conseil tu peux donner à des parents qui n'ont plus confiance en leur ado? Déjà, moi je pense pas qu'il faille nommer précisément le fait qu'on n'a plus confiance parce que ça serait un petit peu dévastateur, je pense. Parce qu'ils reçoivent quand même les messages un peu exponentiels des ados. Parce que justement, eux-mêmes, ils sont fragilisés. Donc, il faut être délicat dans les termes qu'on emploie, mais par contre, je crois qu'il faut le communiquer. C'est-à-dire qu'il faut échanger le fait qu'on craint des choses, qu'on comprend plus bien les choses, ou qu'on n'a pas envie que la situation, elle reste comme ça, et qu'il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Je crois que ce qui marche bien avec les ados, c'est qu'ils aient la sensation qu'on construit ensemble, même si on laisse pas le choix sur tout. Et donc, il faut communiquer, il faut partager, il faut essayer de trouver des solutions ensemble. Je sais pas, par exemple, si on prend, tout à l'heure je parlais de scolarité, donc si on prend l'exemple de scolarité, je ne sais pas si on échange, qu'on met en place une discussion et qu'au final, on se met d'accord sur le fait que l'ado dit t'inquiète, ça va le faire. Je m'engage à gérer, à m'améliorer ou à travailler un peu plus, etc. Je crois que du coup, il faut bien signifier qu'on veut bien lui faire confiance, mais que par contre, on attend des garanties. Les garanties, ça va être très clair. On est en lien avec Pronote, on est en lien avec le cahier de correspondance. Il faut que l'attitude s'améliore si c'était un problème d'attitude, ou il faut que les notes s'améliorent. Ça, je crois qu'il faut qu'on transmette que je veux bien te refaire confiance, mais j'attends des garanties. C'est un petit peu autour du cadre, mais c'est aussi rassurant que de leur transmettre ça. Mais à la fois, il faut pas vérifier derrière. C'est-à-dire que c'est un peu le même sujet tout à l'heure que la soirée. C'est-à-dire que si je te fais confiance, je t'appelle pas toutes les 5 minutes. Mais là, c'est pareil. Ok, je veux bien te refaire confiance. C'est plus possible de pas être comme ça dans une relation de confiance. Donc, on retente. Mais par contre, je suis en attente de changement et je te ferai confiance et je te referai confiance si effectivement toi-même tu t'engages à améliorer les choses ou à arranger les choses, j'ai envie de dire. Merci beaucoup pour tes conseils. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous dire où les parents peuvent te retrouver sur les réseaux s'ils ont envie de te contacter en tant que coach parental? Alors moi, j'ai une page Facebook qui s'appelle Pensons à vous. J'ai un site internet, mais qui est à rallonge parce que c'est un site gratuit, donc vous trouvez les renseignements sur Facebook. Voilà. Tout est détaillé. Sur Google, on me trouve aussi avec les horaires.
puisque j'exerce deux activités, donc c'est en parallèle de mon activité salariale, on va dire. Mais j'ai pas mal de créneaux de libre pour intervenir au niveau de l'activité de coaching, que ce soit dans un cadre perso ou dans un cadre accompagnement familial. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode, donc vous pourrez retrouver Thierry très facilement. En tout cas, je te remercie Thierry pour ce moment d'échange et de partage. De rien, avec plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager ou à nous laisser un commentaire. Merci, à bientôt.